Il n'y a plus de questions au niveau de la défense. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour poser quelques questions à Monsieur Bahouri. Et je voudrais commencer par vous féliciter. Merci. Et je crois que, à travers ce procès, ceux qui ne vous connaissaient pas ont eu l'occasion de vous écouter et de comprendre qui vous êtes. En réalité, vous êtes une sommité. Je suis fier d'être l'un de ceux qui vous défendent à ce procès. Vous avez rendu un service énorme à votre pays. Vous avez pris votre responsabilité à un moment où certains se cachaient. Vous avez pris la responsabilité de faire face à une junte qui était à l'époque assoiffée de pouvoir et de sang. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par faire certaines remarques. Voyez-vous, tout ce que les avocats du président Dadis n'avaient pas pu obtenir comme information, ils ont pensé qu'ils allaient obtenir avec vous. Et cela dénote de plusieurs échecs. D'abord, Monsieur le Président, Monsieur Bahouri, certains ont eu la prétention de vous enseigner. Voyez, vous êtes un homme humble, simple et très important pour le pays. Ne vous offusquez pas. Merci, Monsieur le Président. Il vous a été montré également une liste faisant état de la hiérarchie militaire. Est-ce que vous savez que ce n'est qu'une liste additive qui a été lue ici? Est-ce que vous le savez? Je ne savais pas. Donc, je vous apprends, Monsieur Ba, que la première liste, en tête de liste, figure M. Moussa Dadis Camara, parce que c'est lui le commandant en chef des forces armées avec le général Sekouba Konaté. C'est une mise au point très importante. Ensuite, déformant vos propos, l'un des conseils a déclaré que vous avez soutenu que la responsabilité de M. Moussa Dadis Camara est purement morale. Est-ce que ce n'est pas une déformation de vos propos? La mezzanine, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que ce n'est pas une déformation de vos propos? Bien. Oui. Et il a même demandé que cela soit acté dans le primitif. Ce n'est qu'une simple diversion, Monsieur le Président. Oui. Voilà. Ensuite, il est allé jusqu'à vous poser la question de savoir c'était quoi un aide de camp. Est-ce que vous êtes à cette barre pour donner des cours sur l'organisation militaire? Non. Est-ce que la définition de l'aide de camp vous intéresse à ce procès? Non. Est-ce que vous avez un aide de camp? Non. Alors, ensuite, ils ont également prétendu, la plupart d'ailleurs, qu'il y aurait des contradictions entre votre procès verbal d'audition au niveau du pôle d'instruction et les déclarations que vous avez tenues à cette barre. Est-ce qu'il y a des contradictions? Non. Est-ce que le fait de dire que quand Toumba Diakité est venu, il a donné des instructions pour que vous descendiez de l'estrade, est-ce que cela constitue une contradiction par rapport aux propos que vous avez tenus ici? Non. Est-ce qu'à l'époque des faits, dès lors qu'il était peut-être le plus imposant, il vous a dit descendez, est-ce que cela ne constituait pas pour vous une forme de chefferie en ce qui concerne ceux qui étaient autour de lui? Affirmatif. N'est-ce pas? Est-ce que cela contredit ce que vous avez déclaré hier et aujourd'hui? Non. Très bien. Je vais poursuivre d'abord pour les remarques, parce qu'il faut rétablir les faits. Il y a eu trop d'amalgame. Et l'amalgame crée la confusion. Devant ce tribunal, tout va être éclairci. C'est extrêmement important pour l'avenir de ce pays. Nous avons baigné dans le mensonge pendant 50 ans. Il est temps que ça se termine. Ensuite, on a lu presque 50 pages des différents rapports. Est-ce que c'est vous qui avez établi ces rapports? Non. Quelle a été la conclusion du rapport de la Commission nationale? Quelque chose que j'ai, en écoutant les auditions, qui m'avait semblé contraire à la vérité. Est-ce que conclure que ce sont les leaders politiques qui sont responsables, qui ont une grande responsabilité dans l'organisation de ce procès et des massacres, est-ce que ça, ce n'est pas contraire à la vérité? C'est contraire à la vérité. Très bien. Ensuite, est-ce que, en vous demandant si M. Moussa Dadis Camara, les acquis de M. Moussa Dadis Camara, est-ce que cela vous intéresse ici?
Dans les circonstances actuelles, je ne vois pas l'importance. Est-ce que c'est à vous de déterminer sa responsabilité morale, pénale et disciplinaire? Est-ce que c'est à vous de le déterminer ici? Pas du tout. Très bien. Est-ce que, après avoir fait votre audition devant le juge d'instruction, est-ce que vous avez le droit de rajouter d'autres éléments qui n'ont pas été pris en compte au moment de votre audition devant le juge d'instruction? Est-ce que vous avez ce droit? Je crois que ce droit existe. Est-ce que cela est contraire à la procédure pénale ici? Pas du tout. Est-ce que vous avez le droit de rajouter toute information qui n'avait pas été prise en compte? C'est tout à fait possible. Très bien. Ensuite, on a voulu vous opposer aux déclarations que certains leaders auraient tenues dans leur procès verbal. Est-ce que vous êtes là pour défendre la version de telle ou telle autre personne? Pas du tout. Vous êtes là pour expliquer votre part de vérité, oui ou non? C'est bien ça. Très bien. Est-ce que dans ces conditions, on peut vous reprocher d'avoir des contradictions entre votre déclaration et les déclarations d'autres personnes? Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Très bien. Ensuite, il y a l'un des avocats qui vous a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas résisté quand on vous a porté, quand les manifestants vous ont porté au dos pour vous faire rentrer au stade? Ce n'est pas, à la limite, irréfléchi? Ils ne se mettent pas dans le contexte. Est-ce que vous aviez la possibilité d'empêcher les gens de vous porter en triomphe? Ce n'était pas possible. Quand vous êtes venu le matin, est-ce que le stade était fermé? C'était fermé. Est-ce que quand vous êtes rentré, vous avez constaté qu'il y a eu effraction? Pas du tout. La porte a été complètement endommagée? Est-ce qu'elle a été endommagée ou elle était complètement ouverte? Elle était ouverte. Est-ce que vous ne pensez pas que celui qui a ouvert cette porte était déjà dans la dynamique de participer à ces massacres? Je pense que ceux qui l'ont fait ont sciemment piégé tout le monde. Parce que c'était important que cette mise au point soit faite avant que je ne rentre dans le vif du sujet. Vous avez parlé des prémices, des actes qui ont conduit à la crise, n'est-ce pas? Oui. D'abord, pour commencer, quand le CNDD est arrivé au pouvoir, j'imagine qu'en tant qu'homme politique, vous avez exprimé les inquiétudes, mais est-ce que tout de suite la gente vous a rassuré à travers le discours qui avait été tenu à l'époque par le président Dadis? Est-ce que vous étiez rassuré dès le départ? Bon, peut-être qu'à l'époque, notre situation particulière, appartenant au dernier gouvernement du général Lansana Conté, et que le jour même du décès, que des militaires viennent chez moi agresser ma famille et prendre les véhicules et certains biens personnels, ce n'était pas de bon augure. Donc j'étais suffisamment prudent et le lendemain ou le surlendemain, on a été convoqués tous au camp Alpha Yaya. Donc on était dans une situation où on n'était pas du tout rassuré, mais néanmoins, la dynamique populaire nous a, à mon niveau, fait accepter que c'était la meilleure issue dans le contexte du moment. Donc, dès le départ, la gente version Moussa Dadis Camara n'était pas rassurante, oui ou non? Bon, pour la majorité de la population, elle a applaudi, mais pour certains responsables comme nous autres, mais je peux comprendre qu'en appartenant au gouvernement qui a été déchu, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des désagréments. Mais bref, ce n'était pas du tout une raison pour globalement rejeter l'arrivée du CNDD au pouvoir. Est-ce que vous vous rappelez des premiers engagements qui avaient été pris justement par le président Dadis au moment de la prise du pouvoir? Est-ce que vous pouvez citer 2 ou 3 engagements? Bon, l'essentiel, pour dire les choses exactement, c'était le fait que le processus politique allait être mené correctement dans un délai raisonnable et que ni lui ni le CNDD ne seraient candidats pour les prochaines élections. Est-ce que la mise en place des institutions n'était pas aussi l'un des engagements du président Dadis, notamment le CNT? C'est vrai, mais pratiquement, on n'a pas connu le CNT, ni une avancée notable du processus politique. Il a fallu
pratiquement tout précipité au début de l'année 2010. Est-ce que 9 mois après, le président Dadis a tenu ses engagements? Dans les faits majeurs, non. Très bien. On va parler du harcèlement des leaders politiques et des leaders de la jeunesse, surtout de l'Axe. Est-ce que vous étiez au courant que à la prise du pouvoir, le président Dadis avait créé une commission pour recruter des jeunes à l'Axe pour son soutien? Est-ce que vous étiez au courant? Bon, j'ai entendu, j'ai ouï dire que de l'argent circulait pour recruter des éléments et ça a amené une division entre pro-CND, CNDD et anti-CNDD. Très bien. Est-ce que la corruption, qui était son cheval de bataille, est-ce que cet engagement était respecté au moment même, quelques mois après la prise du pouvoir? En agissant ainsi, ça ne pouvait qu'accréditer la thèse comme quoi il y a anguille sous roche. Très bien. Donc, à travers la corruption, il tentait déjà de rallier à sa cause toute personne qui était susceptible de contester son autorité, n'est-ce pas? C'est possible. Très bien. Ensuite, est-ce que vous avez appris que des jeunes, ceux qui refusaient la corruption, étaient malmenés, parfois arrêtés au moment des faits? Je n'ai pas souvenir de manière précise d'arrestation. Certainement, il doit y en avoir, mais je ne m'en souviens pas. Très bien. Est-ce que cette persécution de ces jeunes ne constitue pas les premières prémices de la construction d'une dictature dans un pays? Bon, peut-être dans le contexte trouble, ce n'était pas suffisant pour globaliser et qualifier le régime à ce moment-là de dictature, à mon avis. Mais avec le temps, vous avez quand même compris que le CNDD n'était pas si différent des régimes qui se sont succédés, n'est-ce pas, en tant qu'homme politique et analyste. Qu'est-ce qui avait fondamentalement changé dans le comportement des militaires à l'époque? Tout ce que je peux dire, c'était des forces qui étaient moins structurées, moins disciplinées et qui n'étaient pas en phase avec la conception classique de l'État tel que cela fonctionnait auparavant. Très bien. Est-ce que la prolifération de mouvements de soutien ne constitue pas également un moyen tendant à conserver le pouvoir avec le recul? Est-ce qu'on ne peut pas analyser, on ne peut pas prendre cet élément comme étant un des éléments qui ont conduit justement le président Dadis à vouloir s'éterniser au pouvoir? C'est possible. Très bien. Est-ce que vous savez que ces mouvements-là, notamment le Dadis doit rester, ces mouvements-là étaient financés par les barons du CNDD? Est-ce que vous l'avez appris? Bon, je ne sais pas d'où les sources de financement, je ne sais pas, mais je sais qu'après la création de ce mouvement, Dadis doit rester de manière spontanée. D'autres mouvements, Dadis doit quitter, à prospérer par-ci, par-là. Très bien. D'aucuns pensent que le président Dadis, son discours de Boulbiné, parce que je crois que l'un des avocats a prétendu ici que quand il a fait ce discours à Boulbiné, ce n'était qu'en réponse à une provocation des leaders politiques. Est-ce que c'était réellement logique qu'il fasse une telle déclaration, étant entendu la crise qui couvait à l'époque dans le pays? Ce n'était pas utile et ça a créé une psychose et des inquiétudes aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Revenons à ce discours de Dadis ou la mort. Il a été rapporté ici par l'un des avocats que le président Dadis se serait offusqué quand Moussa Keïta a fait cette déclaration. Est-ce que c'est une réalité, M. Ba?
Bon, peut-être qu'il y a eu des réprimandes, mais dans le fait, le discours, la logique du discours a continué à prospérer. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du groupe de la CEDEAO dans la résolution de cette crise, notamment le groupe international de contact pour la Guinée? Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement, qu'est-ce qui a conduit à la création de cette entité pour venir en aide au pays? C'était une volonté de faire en sorte de faire converger toutes les initiatives, aussi bien de la CEDEAO, de l'Union africaine et de toutes les autres organisations internationales, y compris les partenaires bilatéraux, en un pool pour ne pas être dispersés et pour avoir une force d'appoint susceptible de compter dans la balance pour mener à bien la transition telle qu'elle était exprimée formellement au début. Est-ce que vous savez que le 2 septembre, M. Moussa Dadis Camara a déclaré officiellement en présence des membres de ce groupe de contact international qu'il allait se présenter aux élections présidentielles? Est-ce que vous le savez? Je n'ai pas souvenir, bien que j'ai participé à beaucoup de rencontres, mais bon, de manière explicite, je ne me souviens pas de cette déclaration. Effectivement, il a tenu cette déclaration en présence des représentants de ce groupe international de contact à Conakry. Et plus loin, il est allé les faire participer à une réunion le 2 septembre à Conakry. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au cours de laquelle sa candidature a été officiellement sollicitée par des gens qui l'avaient manipulé au stade. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Je ne me souviens pas exactement. Est-ce que vous vous souvenez de la réunion qu'il a orchestrée avec les maires, les élus locaux? Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion? J'ai entendu parler de cette réunion. Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion au cours de laquelle chacune des communautés a sollicité sa présentation aux élections présidentielles? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je me souviens de cette rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Moussa Dadis Camara peut dire qu'il n'était pas dans la dynamique de se présenter à l'élection présidentielle? Les faits attestent une volonté d'être présent. La partie civile veut poser des questions. De nouvelles questions. Vous avez dit de nouvelles questions, bien sûr. Monsieur Moussa Dadis Camara. Oui, maître. Votre conseil, le dernier qui est intervenu ici, a produit des pièces. Est-ce que vous les avez montrées avant? Bon, ces pièces, comme je viens de voir ici, je n'avais pas vu ces pièces. C'est pas celle-là. Celle-là vous a été produite par le représentant du ministère public. Il parle de votre dernier conseil. Je pense que c'est Maître Abba. Je n'ai pas vu toutes les pièces. Très bien. Donc moi, je voudrais juste vous dire que cette communication est inutile. Parce que toutes ces pièces n'ont aucun intérêt dans ce procès. Elles sont toutes datées de 2010. Donc sa tentative de vous trouver un alibi par rapport aux recrues de Kalea tombe dans l'eau. Je voudrais vous prévenir avant de commencer. Merci. Vous avez fini, je peux répondre? Oui, allez-y. Ce n'est pas une question. Non, il peut parler, Monsieur le Président, s'il veut. Oui, je pense que ici, si il a fait état de cette situation, je voulais juste vous prouver que même après moi, le recrutement de Kalea dont on parle, ça a toujours continué, ce qui ne veut pas dire la date que vous êtes en train de parler, je suis d'accord avec vous. Moi, ce n'est même pas le problème de date. Ce qui est important, c'est les faits réels des événements du 28 septembre liés à l'affaire de Kalea. Vous savez, mon capitaine, je voudrais juste vous dire que il vous faudra d'autres éléments et vous ne pouvez pas compter sur ces documents. Merci. Ensuite,
il a également lu une demande d'acte faite par les parties civiles. Et dans cette demande d'acte, les parties civiles, au moment de l'instruction, ont sollicité l'inculpation de tous les membres du gouvernement. Est-ce qu'il vous a montré ce document aussi? Oui, c'est ce que je veux dire, maître. Je dis que je n'ai pas vu toutes les pièces. D'accord, maintenant moi je vais vous aider. Et sur cette liste figure le général Sekouba Konaté. Qu'en pensez-vous? Mais si cette liste figure Sekouba Konaté, pourquoi date d'aujourd'hui, il n'est pas là, il n'est pas dans la même situation que moi? Très bonne question. Vous avez posé une excellente question, même si vous n'en avez pas le droit. Mais je l'accepte. Pourquoi? Vous savez pourquoi, monsieur le c'est pourquoi vous ne devez pas répondre à cette question. La question, c'est... Vous savez pourquoi j'accepte que vous me posez cette question? Parce qu'elle résout... S'il vous plaît, ouais. maître, vous savez que M. Camara ne doit pas vous poser de questions. D'accord, monsieur le président. Voilà, passer à une autre question. Donc, monsieur le président Moussa Dadis, sur cette liste figure le général Sekouba Konaté. Est-ce que cela ne confirme pas que les parties civiles ont demandé son inculpation au niveau des juges d'instruction? Bon, ça, je ne sais pas. Donc, moi, je vous l'apprends alors. Ensuite, juste à l'une de ces questions, il vous a fait dire que vous souhaitiez porter plainte contre les ONG. Et quelle était la motivation de cette plainte, mon capitaine? Quelle était la raison? J'ai été clair, je pense que ça n'a rien... ça n'a rien à voir maintenant avec ce procès. Je l'ai dit que je ne voulais pas, dans le souci que cela pourrait créer des incidences, au risque que le procès, l'ouverture du procès soit entachée. Je crois que ça, ce n'est plus une question à débattre. Si mon capitaine, vous m'avez laissez-moi aller au bout. Allez-y. Si vous voulez contre-attaquer son idée, j'estime que vous avez tout le temps, lorsqu'il va prendre la parole, il essaiera effectivement de vous répondre pourquoi il a dit. Mais si vous me posez cette question, j'ai déjà répondu, la question a été claire, j'ai dit non, maître ne le fait pas, parce que j'ai le souci afin que... D'autres questions? Donc, moi je voudrais juste clarifier que l'action des ONG, notamment la FIDH, l'OGDAS et Avipa, n'est pas dirigée contre une personne, mais contre tous les auteurs et commanditaires des massacres du 28 septembre. Que cela soit dit et entendu partout. Je passe. Ça, c'était juste une précision. Ensuite, il a communiqué un autre document qui nous est très utile, qui nous aide beaucoup. Il s'agit du document de Jeune Afrique, où c'est intitulé « La première proposition de Compaoré au CNDD et aux forces vives de Guinée ». Est-ce que vous avez consulté ce document également avant qu'il ne le produise au tribunal? Parce qu'il est de coutume qu'on s'entretienne avec son client avant de produire des actes. Est-ce que ça a été le cas? Non, je n'ai pas lu le contenu. Très bien, je vais vous aider aussi sur ce point. Alors, à la deuxième page, parmi les accords, il y a le point 1.7. Ça concerne le démantèlement des unités irrégulières dans cet accord, qui est versé au dossier par votre propre avocat. Il est mentionné, l'accord, bien sûr, que le gouvernement procédera au désarmement et au démantèlement des unités irrégulières et des milices armées sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon capitaine? Oui, mais je crois que c'est eu égard à ce qui s'est passé.
Est-ce que cela ne confirme pas qu'à l'époque des faits, il y avait des milices? Est-ce qu'on peut s'accorder sur ça? Non, s'il vous plaît, maître, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y, mon capitaine, j'ai tout mon temps aujourd'hui. Voilà. Donc, je dis bien que ce que vous venez d'affirmer, c'est dû à tout ce qui s'est passé, les informations, comme après le 28 septembre, et on parlait de l'affaire de Kalea, tantôt ainsi de suite. Donc, dans cet écrit, voudrait dire, s'il y en avait, il fallait mettre de nouveau de l'ordre. Ce qui ne veut pas dire que ça existait, mais on ne peut pas faire un accord quand on parle de milices ou de ceci, de cela, parce que c'est ce qui était chanté dans l'esprit des gens. Est-ce que, mon capitaine, si vous permettez, le fait de faire figurer le point sur les milices ne signifie pas que ces milices existaient? Même si, de bonne foi. Non, j'ai dit même si ces milices existaient ou pas, du moment que, après les événements du 28 septembre, il y a eu tant d'informations, comme par exemple des informations, des cas de viol, des informations de corps, ainsi de suite. Ce sont des informations qui ont aussi attiré l'attention de la communauté internationale, si je peux me le permettre. C'est dans ce contexte que je parle. Est-ce que ce document a été accepté par le CNDD et le gouvernement, oui ou non, mon capitaine, s'il vous plaît? Le document est daté de... Est-ce qu'il a été accepté? Est-ce que cette proposition n'a pas été acceptée par le CNDD et le gouvernement de l'époque, ainsi que les forces vives? Il n'y a pas eu d'accord sur ça, mon capitaine? Non, attendez, maître. Je demande, je dis, c'est à quel mois, à quelle date? Si vous pouvez me Écoutez, le dire, hein? Cette question revient à votre conseil. Moi, je ne suis pas à votre conseil. C'est pourquoi j'ai commencé par vous demander, est-ce que ce document vous a été présenté? Est-ce que vous l'avez examiné? Parce que dans ce procès, il vous engage. Il a été produit au débat en votre nom et pour votre compte, mon capitaine. Est-ce que vous le savez? Oui, maintenant, c'est ça. Alors donc, il vous engage? Ça ne m'engage à rien, maître. Ça ne m'engage à rien. Ça ne m'engage à rien. Donc, vous réglerez ça avec votre conseil. Mais en ce qui nous concerne, nous maintenons que ce document-là vous engage. Je vais continuer. Non, mais puisque vous n'êtes pas le président, président du tribunal, vous n'êtes pas le président du tribunal, vous ne pouvez pas vous imposer, vous n'êtes pas le président du tribunal. Vous avez commencé aujourd'hui encore? Maître Diaz, s'il vous plaît. Non. C'est vous qui voulez vous faire croire que vous êtes le président du tribunal. D'autres questions? Le tribunal appréciera de toute façon. Très bien, très bien, très bien. Je vais poursuivre encore. C'est le même document. Hein. Je ne vous lâcherai pas. Sur le point 1.7, c'est écrit « Réintégration des armes dans les magasins ». Qu'est-ce que cela vous inspire aussi, mon capitaine? Mais c'est ce que j'ai dit par rapport à une nouvelle situation. Chaque chef a sa méthode de procéder. Je crois qu'on ne s'est pas compris encore. En réalité, il s'agit d'une disposition d'un accord que vous avez signé, que le CNDD et le gouvernement ont signé avec les forces vives après les massacres du 28 septembre, mon capitaine. Ce document-là vous engage? Vous pouvez me donner... Ah non, non, je ne peux pas. Demandez à votre avocat. Ah, donc ça ne m'engage pas. Ah, d'accord. Monsieur Camara, c'est votre conseil qui a... Même le tribunal a reçu. Hein, ça a été produit par votre conseil. Oui, monsieur le président, puisque... Ça veut dire que maître ne peut plus vous donner le même acte si vous disposez déjà de l'acte. Monsieur le président, je voulais juste dire que
ce document, je ne sais ni la date. Très bien. Est-ce que ce document a été élaboré à mon temps ou après moi? Vous allez le vérifier après, certainement avec votre conseil, parce que le tribunal estime que vous avez déjà cet acte. Très bien. Continuez, maître. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas que des armes ont été sorties du camp pour aller commettre ces exactions? Est-ce que ce n'est pas ça le message dans ce document? Dans ce document, ça ne me prouve pas ça. D'accord. Donc, on va ramener quelque chose qui n'est pas sorti, en clair, c'est ça? Mais je dis que ce document ne m'engage en rien. Très bien. Il vous engage pour nous, pour le moment, jusqu'à ce que votre conseil décide de le retirer et on va refuser. Je vais poursuivre. Il n'y a pas de problème. Le point 1.8. Commission d'enquête internationale. Vous avez dit, répondant à plusieurs questions à cette barre, que c'est vous qui avez décidé de la création de la commission internationale. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Mais si ce n'est pas le président qui peut faire ça à la place du président? Est-ce que c'est vous? C'est bien moi. Est-ce que ce n'est pas suite à des pressions que vous avez acceptées? En fait, est-ce qu'on ne vous a pas obligé à accepter la création de cette commission, mon capitaine, au lendemain des événements du 28 septembre? Non. Vous voulez que le débat soit serein? Oui. Maître, je vous l'apprends. Personne ne pouvait me faire une pression, me connaissant à l'époque. C'est comme si vous ne m'aviez pas aussi un peu étudié par rapport au petit temps. Vous avez remarqué à un moment donné, lorsqu'on parlait lorsqu'il disait, bon, voilà, à telle date, une intervention des forces internationales. Vous avez vu ma réaction? Donc, je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait influencer pour quoi que ce soit. C'est moi qui ai pris cette décision, maître. Oh. C'est moi qui ai pris cette décision. D'autres questions? Vous savez, sur le plan interne, vous faisiez ce que vous vouliez parce que vous humiliez les gens à la télé. Ça, vous aviez le pouvoir. Maintenant, sur le plan international, est-ce que les Nations Unies ne vous ont pas contraint à accepter cette commission? Mais les Nations Unies dont vous parlez, quelles Nations Unies? Je n'avais pas de relation aux Nations Unies. Pour dire que les Nations Unies m'ont fait une pression. Et d'ailleurs, il faut rectifier un peu. Est-ce que vous avez été contraint ou pas par les Nations Unies? Je n'ai pas été contraint, Monsieur le Président. Est-ce que des sanctions internationales n'avaient pas été... est-ce que la Guinée n'avait pas été menacée de sanctions internationales, notamment financières? Mais vous parlez des sanctions financières, c'est la preuve qui fait que je vous dis que, sauf que si cet homme ne s'est pas battu pour votre nation, c'est Dieu seul. Je n'ai pas eu de financement sur le plan extérieur, mais je n'étais pas aussi en manque de payer les fonctionnaires, je vous l'apprends. Merci, merci. Donc, cette commission, je pense que c'est clair. D'abord, il y a eu la pression interne, la CEDEAO, à travers le médiateur, et ensuite les Nations Unies, à travers la menace des sanctions, ce qui vous a conduit à accepter la création de cette commission internationale. Vous ne pouvez pas le nier, mon capitaine, mais je vais poursuivre, si vous permettez. Non, mais laissez-moi, vous ne pouvez pas parler et puis ne pas... Mais c'est un commentaire. Non, voilà. Quand vous parlez comme ça, je veux simplement vous dire, dites peut-être que est-ce que vous n'avez pas eu de conseils? Si vous le dites, ce n'est pas mal. Parce qu'on peut conseiller quelqu'un et qu'on arrive à lui convaincre.
mais dire une pression internationale. D'accord. Si vous m'auriez demandé, en toute sincérité, si vous m'auriez demandé que est-ce que, à quelque part, vous n'avez pas été conseillé, j'aurais la latitude de vous dire oui, j'ai eu des conseils, c'est encore honnête. Mais lorsque vous parlez de pression extérieure, comme si, à l'époque, c'était une question financière ou de financement. On peut continuer? Bien sûr. Très bien. Bon, je vais vous laisser respirer avec ce document, mes confrères vont poursuivre. Voilà. Monsieur Moussa Dadis Camara, on va revenir aux faits. Oui. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas opposé à la manifestation. Ça, c'est juste avec la permission du président. Une petite clarification. Vous avez dit que vous n'étiez pas opposé, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez décrété le 28 septembre, jour férié, chômé payé, n'est-ce pas? Et répondant à une question d'un de vos confrères, qui est très costaud, je ne vais pas le nommer, vous avez dit le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Déclaration venant de qui, de moi? Oui. Vous avez déclaré hier, en répondant à une question, d'ailleurs c'était une réponse suggérée, vous avez déclaré, je l'ai bien noté et réécouté hier, le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. En quoi cela? Pourquoi vous dites ça, mon capitaine? Pourquoi? Non, peut-être que vous voulez me pousser à vous donner d'une manière cette réponse. Sinon, si c'est de cette manière... Mais j'ai posé une question respectueusement, n'est-ce pas? Je n'ai fait que dire, de vous citer. Hier, répondant à une question, vous avez dit le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit et je réitère, j'ai dit le 28 septembre était une journée historique. Et je suis resté à faire des détails, des explications. Et le président a dit de poser une autre question. Par rapport à ce que vous voulez dire, maître, je ne saurais vous répondre. Très bien. Donc, raison pour laquelle vous avez ordonné que la manifestation soit écrasée, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas la suite logique? Non, maître, je n'ai pas ordonné. Très bien. Vous avez également dit que pour masquer ce qui allait arriver, vous avez fait faire par votre chef d'état-major un communiqué interdisant à tous les ordonnant le casernement de tous les militaires, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais vous avez l'acte. Posez la question. Mais c'est déjà fait. Oui, mais posez la question. C'est une question. On s'entend bien aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait faire par votre chef d'état-major général des armées un communiqué ordonnant le casernement de tous les militaires le 28 septembre 2009, mon capitaine? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que cette consigne a été respectée de votre point de vue? Moi, j'ai donné des instructions. Si, par contre, certains ont désobéi. Quand vous dites certains, vous pensez à qui? Oui, c'est que les bérets rouges qui sont partis au stade, je parle d'eux. Comment? Les bérets rouges. Les bérets rouges, qui étaient sous commandement de qui? Mais être sous le commandement d'une hiérarchie et puis désobéir font d'eux. S'il vous plaît, quand il y a un casernement, je vous ai suivi, vous avez dit au camp qu'il y a au moins 7 barrages, n'est-ce pas? Oui. Alors, si un communiqué est passé à la radio par le chef d'état-major général des armées avec au camp,
est-ce que ceux qui sont dans le camp peuvent sortir sans que le chef d'état-major ne soit informé? Est-ce que c'est possible? Mais si le chef d'état-major lui-même et le président ne sont pas informés au courant de la sortie de quelques militaires. Est-ce que, suite à un ordre de casernement, des mesures spécifiques ne sont pas prises? C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'indiscipline. Parce que lorsque le soldat est indiscipliné, vous allez beau prendre des mesures, mais l'indiscipline étant, il y a toujours des... Est-ce que, mon capitaine, si réellement ce tact a été pris, il est constant, n'est-ce pas, et qu'il y a 7 barrages au camp, ceux qui sortent reçoivent des ordres et une autorisation express? Non. Autrement, d'accord. J'ai dit non. Autrement, ils sont empêchés par les soldats qui sont au niveau des barrages, oui ou non? Ça, c'est une analyse civile que vous faites. Très bien. Dans ces conditions, à quoi servent ces barrages dans le camp? Puisque vous-même, avant d'être président ou capitaine, vous êtes un homme du rang. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez forcément que je vienne dans votre esprit. Je dis, même s'il y a 20 ou 30 ou 50 barrages, qu'il y a interdiction, si c'est pourquoi dans l'armée le terme d'indiscipline, on parle de l'indiscipline des hommes qui n'obéissent pas. Un tel cas, ce n'est pas... Mon capitaine, cela n'a aucune logique pour moi. Oui, mais si ça n'a aucune logique pour vous, ça n'a pas aussi de logique pour moi. Très bien, donc on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord par rapport à ce que vous dites. Très bien, je vais continuer. Est-ce que vous pensez que, d'abord, ces barrages, si ces bérets rouges dont il est question n'ont pas reçu d'instruction ni d'autorisation pour sortir, ce qui est certain, des informations auraient été données à ceux qui gèrent le camp, oui ou non? Mais c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je dis, une information peut être donnée, le chef prend la décision, mais s'il y a des cas d'indiscipline, est-ce que le chef est là en train de marcher derrière les hommes en uniforme? Non. Dites-moi, mon capitaine, vous parlez toujours d'indiscipline. Mais c'est ça, c'est ce qui fait d'ailleurs... Attendez que je pose la question. C'est ce qui caractérise même l'armée. C'est différent, comment dire, de la vie civile. Attendez la question. Attendez la question. Et dans ces conditions, puisque c'est bérets rouges, vous serez d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de bérets rouges qui ont perpétré ces massacres, n'est-ce pas? Donc leur sortie au camp ne peut pas passer inaperçue, oui ou non? Vrai ou faux? Poser la question. Mais elle est faite, c'est déjà fait, mon capitaine. Inaperçu? Oui, ça dépend. Ça dépend de quoi? Oui, ça dépend si, lors de leur passage, il y a des gens qui sont là, qui assistent au départ. Mais il y a toujours des gens, puisque vous-même vous dites qu'il y a 7 barrages. Mais puisque ce n'est pas moi, c'est moi qui suis là, ce n'est pas autre personne. Posez la question, est-ce qu'ils peuvent sortir sans que... Mon capitaine, on va pas inverser les rôles. Ah bon, donc moi... Ne me conseillez pas pour mes questions. Contentez-vous de les répondre, de répondre aux questions. Mais puisque c'est moi qui suis là, vous me posez la question. Maintenant, moi, vous ne pouvez pas me dire c'est comme ça que tu vas poser la question. Vous vous contentez de répondre de votre manière. Pour moi, par rapport à cette question, si cette question était directement liée à moi, j'allais vous répondre. Mais puisque la question n'est pas bien posée à ce que je cherche, je ne peux pas répondre à votre question en ce moment. Mais vous savez, on peut partager la bonne foi ici. Je suis d'accord.
Alors, et la logique, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Alors, donc, répondez à la question, mon capitaine, s'il vous plaît. Non, maître, on est devant un tribunal criminel. On est en train de faire un débat, c'est pas que... Non, c'est pas un débat. Non, attends, mais... Non, c'est pas un débat. Mais on n'est pas en train de se caresser, maître. Quelle est la question, maître? Monsieur le Président, si vous pouvez m'aider, moi j'ai dit qu'il est d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de bérets rouges qui sont allés perpétrer les massacres, ainsi qu'une centaine peut-être de recrues. Tous ces gens ne peuvent pas sortir inaperçus du camp, dès lors qu'il y a une interdiction formelle de sortir du camp, oui ou non? Oui. Alors, dans ces conditions, avec ces barrages, il y a au moins une dizaine de pick-up. Si ces gens-là sortent du camp, ce qui est sûr, des informations peuvent être remontées au chef d'état-major, oui ou non? Ça peut être remonté. Très bien, très bien. Tout comme ça peut ne pas être remonté. Ah, pourquoi? J'ai dit ça peut être remonté, tout comme ça peut ne pas être... À votre avis, pour quelle raison le chef d'état-major a pris un communiqué pour ordonner le casernement? C'était pour quelle fin? Oui, c'est ce que je ne réponds pas à la négation. J'ai dit... Est-ce que je peux vous aider? Oui. Est-ce que ce n'est pas empêcher les militaires de sortir? N'est-ce Oui. pas? Il a fait ça pourquoi? Parce que c'était dans son rôle de protéger le pouvoir, oui ou non? Pour empêcher que demain on dise que des bérets rouges sont allés perpétrer des massacres, oui ou non? Ce n'était pas dans cette optique? Maintenant, par rapport à cette question... Suivez ma logique seulement. N'est-ce pas? Il prend un communiqué pour empêcher que des militaires sortent du camp. N'est-ce pas? Ça, c'est salutaire. C'est ce qui est normal. Mais dès lors que une centaine de bérets rouges sortent du camp, il est automatiquement informé parce qu'il y a au moins 7 barrages. Oui ou non? Oui, comme vous voulez que j'accepte Louis jouer. Merci, mon capitaine. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pensez pouvoir soutenir ici qu'une telle information peut ne pas être portée à la connaissance du commandant en chef, qui est le chef suprême des armées? Vous pensez que c'est possible ça, mon capitaine? Donc, pour ne pas allonger, je vois maintenant la question. C'est pourquoi j'ai dit je voulais avoir effectivement votre conviction. C'est pour cette raison que j'ai dit que l'information peut lui être remontée ou pas. Alors, si cette information ne lui a pas été remontée le jour même des événements du stade, j'estime que si il était à ma place, il aurait mieux répondu. Mon capitaine, vous savez, il y a une organisation au camp. Il y a les hommes de rang, il y a les chefs de section, ainsi de suite, jusqu'au niveau du chef d'état-major, et puis vous venez coiffer tout, n'est-ce pas? Oui ou non? Posez votre question, maître. D'accord, je continue. Maintenant, dites-moi, est-ce que les barrages là, les barrages au camp sont réglementés? Les sorties et les entrées sont systématiquement mentionnées dans des registres, oui ou non? Mentionné dans les registres comme vous l'imaginez, non? Comment ça se faisait, puisque vous avez été homme de rang? Non. Quand vous dites qu'il n'y a pas un registre... Il n'y a pas de rapports qui sont faits quotidiennement pour signaler que telle personne est sortie, telle personne est rentrée? Il n'y a pas de contrôle au camp, mon capitaine? C'est ce que vous voulez dire? Non, attends, ici, si vous parlez de registre, si c'est des civils, par exemple, qui viennent pour des services ou bien qui viennent pour voir l'autorité, il y a un registre pour ça. Mais en ce qui concerne la sortie d'un véhicule ou des véhicules, je n'ai jamais eu, m'a jamais dit qu'il y avait un registre pour ça. Très bien. Et dans tous les cas, mon capitaine, je crois qu'on peut s'accorder sur une chose. 15-20 pick-up ne peuvent pas sortir du camp sans que quelqu'un ne les aperçoive. Mais je vais poursuivre. 20 pick-up, vous les avez vus? Oui. Vous les avez vus? Non, on a appris. Vous ne pouvez pas poser de questions encore une fois. Vous ne posez pas de questions.
Bon, si vous pensez que c'est 20 picots qui sont sortis... Donc, vous ne pouvez pas ignorer que des militaires ont quitté le camp pour aller massacrer. Si. D'accord, d'accord. Le tribunal appréciera. Est-ce que vous pensez que... Comment expliquez-vous, mon capitaine, la barbarie qui a été utilisée par ces bérets rouges et miliciens pour commettre ces exactions? Est-ce que cela peut s'expliquer par quoi, à votre avis? Quelle explication que vous voulez que je donne? Je ne sais pas. C'est un acte ignoble. Est-ce que ces bérets rouges n'ont pas été justement conditionnés pour aller commettre ces exactions? Parce qu'on ne peut pas quand même croire que des bérets rouges sortent volontairement dans un camp pour aller commettre ces exactions si ils n'ont pas reçu d'instruction ou ils n'ont pas été incités à le faire. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui, mais puisque vous employez le conditionnel... Oui. Et le conditionnel, j'estime qu'on n'est pas dans le conditionnel ici. Très bien. Et est-ce que, donc on peut vous croire que ces bérets sont simplement assoiffés de sang? Que c'est? Ils sont tout simplement assoiffés de sang. Parce qu'il y a eu des mares de sang au stade. N'est-ce pas? J'ai qualifié de cela d'un acte ignoble, qui est inadmissible. Est-ce que, mon capitaine, étant donné la situation, l'ambiance qui régnait au camp, est-ce que ces agissements n'étaient pas destinés à sauver votre pouvoir, mon capitaine? Non, la question est bien précise, non. Vous croyez? J'ai dit oui, non. Très bien. Alors, comment expliquez-vous que vous menaciez des opposants la veille de la manifestation? Pourquoi? Quel était le but? Je n'ai menacé aucun manifestant. Je ne vais pas revenir sur le contenu du PV de M. Sidi Atouré. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous voulez encore... Mais que vous... attendez que je finisse. Oui, ça c'est ce que vous dites. Parce que cette déclaration n'est pas une parole d'évangile. Si vous y pensez, moi je dis que non. Je n'ai pas manifesté. Je n'ai pas menacé de manifestants. Est-ce que, au moment des faits, vous craignez des coups d'État? De craindre quoi? Si vous craignez d'être renversé par d'autres putschistes, vous n'aviez pas une crainte? Non. Alors pourquoi ça, Alphonse et Haïdar ont été arrêtés? Pourquoi? Ça, Alphonse Touré et commandant Haïdar Ba, qui commandait le régiment. Pourquoi ces deux-là ont été arrêtés si vous ne craignez pas des coups d'État? Oui, mais vous savez que moi, je ne veux pas rentrer dans des détails que j'en ai déjà parlé. Si vous ne m'aviez pas très bien suivi la façon dont ces trois éléments ont été arrêtés, le but et le motif, je ne peux plus revenir là-dessus. D'accord, je suis d'accord avec vous, puisque vous en avez peut-être parlé. Et vous avez dit une fois ici que c'est justement parce qu'on vous a manipulé que vous avez fait arrêter ces deux-là, n'est-ce pas? Que j'ai été? Vous avez été trompé, si vous préférez, par le général Sekouba, n'est-ce pas? Non, trompé, le terme est très... Le terme n'a pas sa place. Trahi. Ok, vous avez été trahi, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que quand le général Sekouba est arrivé au pouvoir, il a nommé ces deux à des hauts postes de responsabilité? Il les a nommés à des hauts postes de responsabilité quand vous avez quitté. Comment expliquez-vous ça? Lesquels? Ça, Alphonse Touré, par exemple. Ah, s'il les a nommés, c'est peut-être qu'il avait pris conscience.
Et puisque vous êtes dans une logique, il y a eu beaucoup de cas comme ça. C'est pourquoi là, je parle de trahison. Vous savez ce qui m'intrigue, mon capitaine? Vous dites, ça, Alphonse était un des proches de Sekouba, n'est-ce pas? Selon vous, c'est parce que le général Sekouba vous a trahi qu'il vous a conduit à arrêter ces éléments les plus proches. Vous ne m'avez pas compris, maître. Éclairez-moi. Je n'ai pas dit que ça, Alphonse, était un élément de Sekouba. J'ai plutôt dit Claude Pivy, ça, Alphonse, c'était un élément de... Oui, je permets. Le colonel Claude Pivy, c'est Aïdor Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Je retiens encore tout ce que j'ai eu à dire ici. D'accord, je vais passer. Mais je voudrais juste vous signifier qu'il y avait une contradiction à ce niveau. Tout simplement. On va poursuivre. Vous avez dit ici, et c'est par là que je vais terminer, que quand vous avez été victime d'une tentative d'assassinat, que les accords de Ouagadougou, c'est un de vos conseils qui en a parlé, donc on estime qu'on a le droit aussi de poser des questions. Vous avez dit que vous avez été ignoré, parce que pour vous, vous deviez rester président de la transition, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous cela, mon capitaine? Oui, mais j'ai accompagné de cela par suite à la trahison et c'était la suite effectivement du complot. Mais vous avez pris le pouvoir par la force, n'oubliez pas. Ou bien vous avez une quelconque légitimité à prendre le pouvoir. Je ne réponds pas à la question. Alors, je ne réponds pas à la question, puisque ça ne fait pas partie des faits pour lesquels je suis là. Si je vous ai parlé, c'est de bonne foi. Pour ne pas que vous dites que je suis en train de fuir vos questions. Autrement, je ne réponds pas à cette question parce que ce n'est pas les accords de Ouaga qui me fait venir devant le tribunal. Je ne réponds pas à cette question, si c'est comme ça. Mon capitaine, on va se calmer et poursuivre. Vous avez dit qu'on a même bloqué votre budget de souveraineté, n'est-ce pas? J'ai dit, maître, j'ai voulu juste me prêter à vos questions, mais si vous faites de cela quelque chose de très important et que vous ne voulez pas me comprendre, et qui n'est d'ailleurs pas un fait, un des faits pour lesquels je suis devant le tribunal, mon capitaine, je ne saurais répondre à cette question. Pour finir, mon capitaine, oui. Vous vous êtes offusqué du fait que c'est Sekouba Konaté qui a été choisi au lieu de Toto, n'est-ce pas? Et je ne saurais répondre à cette question. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui avez créé cette situation en partageant le pouvoir comme un plat de riz avec le deuxième vice-président plutôt qu'avec le premier? Ce n'est pas vous qui avez créé ça? Et j'ai dit, maître... Monsieur le Président, j'en ai terminé.